Bonjour et bienvenue sur l'Octévert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche. Tu nous dis, en fait on y va, on peut y aller ou bien ? Je vais fermer un peu mon iris, si vous permettez. Vas-y, ferme ton iris. Ça fait pas mal, non ? Je m'appelle Tristan Nito, ça rime avec « Je cherche un boulot » et ça n'est pas un hasard. Et je reçois aujourd'hui Romane Clément, cofondatrice de Contrôle S et qui fait de la recherche-action sur la décarbonation du numérique dans la culture, fermez les guillemets. Alors je dois vous dire, quand on s'est parlé la première fois, j'avoue que j'ai pas tout compris ce qu'elle me disait, mais on a quand même continué la conversation et ça m'a décidé à le recevoir ici. Car même si elle a fait Sciences Po et derrière son côté première de la classe, j'ai découvert ce qu'on appelle dans mon jargon une meuf déterre. Comme notre futur s'avère compliqué, et je ne parle pas de la réforme des retraites, des gens déterminés, on va en avoir besoin, et c'est pour ça que je la reçois. Donc, il faut peut-être juste que je dise que Romane se déplace à vélo. Il y a une règle non écrite dans l'Octévert, c'est qu'il faut forcément parler de vélo. Elle a 25 ans, elle habite Paris et c'est la première femme à venir au micro de l'Octévert en la saison 3. Ah oui, comme je vise la parité et que j'ai déjà fait 2 épisodes, si tu veux, il était temps que tu arrives. Bienvenue, Romane. Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, comment tu es arrivée à 25 ans, qu'est-ce que tu as fait ces 25 dernières années, etc. Alors, déjà, je suis née. Je vais peut-être pas remonter aussi tard parce qu'on a 30 minutes. Du coup, je vais accélérer un petit peu dans l'histoire, dans la biographie. Donc, je m'appelle Romane Clément, je suis cofondatrice de Contrôle S, j'ai 25 ans. Je savais pas ce que je voulais faire après le bac. J'ai l'impression que absolument tout le monde dit ça. J'ai fait un bac L. Je sais que maintenant, il s'appelle même plus bac L, bac ES, bac S. J'ai l'impression d'être ma mère quand elle disait j'ai fait un bac B. Ça y est, c'est mon tour. Moi, c'était l'époque du bac C, qu'à voir, tu sais. Non, donc j'en suis là. Et donc, je me suis orientée en prépa littéraire pendant 1 an. Et j'ai intégré ensuite Sciences Po Grenoble, donc au milieu des montagnes, au milieu des Alpes. J'avais jamais fait de ski, donc c'était assez sympa de pouvoir commencer ça. Et donc j'y ai passé 2 ans. Et j'ai passé 1 an en Australie aussi en programme un peu Erasmus, mais pas Erasmus du coup, puisqu'Erasmus c'est en Europe. J'y ai passé 1 an et je suis rentrée en France. Un peu triste parce qu'il fait vraiment moins beau qu'en Australie et que j'ai aimé l'Australie de manière générale. Et ensuite, écoute, j'ai été admise dans un master qui s'appelle Master Organisation et Management des ressources humaines, qui s'est transformé en ressources humaines et management durable depuis 1 an. Alors, je pense que c'est un peu du saupoudrage aussi de durabilité sur tous les noms de master, un peu une trend des écoles récentes. Mais donc, j'ai intégré ce master et je m'y suis sentie... Et il était où celui-là ? Il était à Sciences Po Paris. Paris, d'accord. Ouais, j'ai upgradé. Je suis passée au plan premium. C'est ça, mais je sens un peu de dédain pour la province là. Non. Oh non, oh là là, non, surtout pas. Non, mais ouais, c'est quand j'ai même. oublié de préciser que j'ai fait tout mon lycée et toute mon enfance en Normandie, à Évreux, qui est à 1 heure de Paris, qui est une petite ville, ma foi, très sympathique, avec une belle cathédrale si vous voulez y passer. Absolument, j'y vais de temps en temps. Ah, c'est vrai ? Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé. Donc aucun dédain pour la province, loin de là. Mais c'est vrai que le Sciences Po Paris, il est quand même un petit peu mis sur un piédestal dans le grand monde des instituts d'études politiques. Et donc j'entre dans ce master ressources humaines, un peu par hasard honnêtement, parce que je savais toujours pas ce que je voulais faire. Ça faisait quand même bac plus 3 et j'avais toujours un peu aucune idée. Alors pourquoi les RH ? C'est une question que je me suis posée longtemps. Le truc, c'est que je me suis sentie mal et que je me suis dit ça va pas le faire. Et je suis en train de faire un pré-burnout. Alors ça, c'est une notion intéressante quand on a 23 ans, je pense, le pré-burnout. Mais je me suis sentie mal. Je me suis en fait projetée dans une vie qui allait être la mienne, qui n'était pas en accord en fait avec qui j'étais et ce que je voulais faire. Ouais, ça t'étais sur des rails direction de bullshit job en gros quoi. Exactement. Et je voyais un peu les métiers, enfin les gens qui sortaient de ce master, avec tout le respect que je leur dois. Mais ils faisaient des jobs que j'avais vraiment pas envie de faire, et sauf qu'en fait tu te sens un peu emprisonné, t'es un peu en mode je suis rentrée là-dedans, je suis un peu obligée de continuer. Les rails quoi. Voilà. Les rails, les fameux rails. Dans les faits c'est pas trop le cas, et donc j'ai réussi à me réorienter dans un master qui était un nouveau master de Sciences Po qui s'appelle Innovation et Transformation Numérique. Et donc j'ai réussi à rentrer dans ce master, et là révélation,
trop intéressant. On parle de numérique, on critique le numérique, on fait des sciences sociales liées au numérique. Là, j'ai les yeux qui s'écarquillent et je me dis, mais c'est trop, trop cool. Non, parce que, excuse-moi, mais l'intitulé, Ouais. il sentait quand même pas super bon même au départ. Mais carrément. Alors, l'intitulé tout court sent pas super bon, mais dès qu'on lit un petit peu le résumé, les cours, les intervenants, là, on se dit, ok, ça va pas être un truc en mode, on vous envoie... C'est pour ça qu'il faut pas juger les livres sur leur couverture. Exactement, faut pas juger les masters sur leur titre. Et donc, c'était un peu ça pour ce master. Et voilà, révélation aussi bien sur les gens qui y étaient, parce que c'est un master en fait où il y avait des gens qui arrivaient d'écoles d'ingé, d'écoles de design, d'écoles de com, enfin une sorte de rassemblement de plein de gens qui normalement se rassemblent pas à ce stade de leurs études. Et du coup, on travaille en groupe sur des projets ultra intéressants. On parle de design de service, on parle d'intérêt général, on a des intervenants top niveau et voilà, je me dis yes, j'ai réussi à trouver la dernière année d'études un truc un peu cool. Il était temps. Ouais. C'est clair. Et donc c'est aussi un double diplôme avec une école de design. Et donc je commence à trouver le design avec un grand D. Donc le design pour ma mère, c'est concevoir une chaise. Le design pour ma grand-mère, c'est je comprends pas. Et donc il fallait aussi un peu apprivoiser la notion du design et puis la mettre en lien aussi avec les grands enjeux du numérique et de la critique du numérique. Et ça aussi, révélation. Et puis surtout, enfin, dans ma dernière année d'études, je touche des choses de mes mains. Je vais dans un atelier, je fais des choses. Et ça, c'est un truc qui m'avait ultra manqué, je pense aussi, dans mes années précédentes. Et donc, je finis ce programme ultra contente de ce que j'ai fait, avec l'impression d'avoir appris plein de trucs qui me servent, quoi. Bon, et donc t'as pas fait de burn-out Écoute, pas encore. Okay. Je me suis préservée du burn-out, je pense, grâce à cette petite redirection d'études, et puis surtout avec les gens que j'ai rencontrés dans ce master, et notamment les cofondateurs de Control S, qui sont 3 gugus, qui sont mes meilleurs amis. Vraiment, je pourrais pas les décrire autrement. On nous a dit, ne faites surtout pas une boîte alors que vous êtes meilleurs amis. Puis on l'a quand même fait. Donc c'est Florian, Virgile et Valentin qui sont en bas, là, dans nos bureaux. Je dois quand même préciser que c'est un des rares épisodes où on est dans la même pièce. Le précédent, c'était avec Fabrice Bonifay de Bouygues, où là, donc on est... Alors que d'habitude, je le fais à distance, un peu en bricole, on essaye de trouver un micro correct de l'autre côté. Et là, non, on s'est déplacé chez Control S, dans le 11e arrondissement de Paris, à vélo, forcément. Je vous ai vu arriver avec vos casques. Oui, carrément, avec l'ami Bilouk qui fait le montage audio. Voilà. On est ravis de vous recevoir, en tout cas, dans nos magnifiques bureaux, qui sont les anciens bureaux de Radio Nova. Donc ça boucle la boucle un peu du podcast, c'est ça. De la fréquence radio. Bon, on va quand même parler un peu écologie, crise climatique. T'as eu une prise de conscience ou t'es tombée dedans quand t'étais petite parce que t'es jeune en fait? C'est une super question et c'est vrai que quand j'ai un peu réfléchi à ça, je me suis dit, j'ai pas un moment où je me suis dit, ok, c'est la merde. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je pense que j'ai vraiment grandi avec... Parce qu'en fait, t'as toujours su que c'était la merde, en fait. Voilà, c'est ça. Je suis né, on m'a dit, ça va pas le faire. C'est pas moi qui viens de te l'apprendre, quoi. Non, globalement, j'avais quand même quelques indices. Ouais. Mais non, j'ai pas un moment où je me dis, c'est là où je prends conscience qu'il y a un problème. Il y a un problème écologique, il y a un problème climatique, il y a un problème social, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir, tout est lié. Mais non, je pense que je suis née avec. J'ai vu un truc intéressant ce matin, c'est je crois le patron d'Arte qui dit qu'il est passionné, inquiet du numérique. Et je trouve que c'est un peu ma transition, c'est-à-dire que j'ai été passionné numérique pendant beaucoup d'années. Pareil. Envie de faire plein de trucs, je monte des projets, j'ai monté un chatbot quand j'étais en licence, un chatbot de culture générale où tu reçois sur Messenger des anecdotes de culture générale tous les jours, tu peux y répondre, tu peux interagir. Genre le fait de monter ce projet, ça me stimulait, mais vraiment de ouf. Et je suis passée vraiment de se passionner à commencer à avoir les enjeux climatiques qui arrivent dans mon cursus scolaire aussi, dans les écoles, notamment à Sciences Po, où ça commence quand même à transparaître, à être traduit dans pas mal des cours. Et là, je me dis, est-ce que les deux voies en fait sont compatibles? Est-ce que le truc ultra numérique, ultra entrepreneur du numérique, et l'autre truc du constat des enjeux climatiques, ce sont deux voies qui sont compatibles? La réponse, maintenant, elle est un peu non, selon moi.
Et du coup, je suis passée de passionnée à plutôt inquiète. Et c'est un paradoxe qui est un peu dur à faire, à passer outre, quoi. Bah, bienvenue dans mon monde, hein, parce que moi, si tu veux, pareil, mais en plus, sauf que moi, ça m'a pris plus longtemps, si tu veux. J'ai commencé à programmer à 14 ans, et puis c'est en 2016 que j'ai sorti un livre qui s'appelle Surveillance à propos des données personnelles, en disant putain, mais en fait, ça mène où va la démocratie quand on sait tout sur les citoyens et qu'on arrive à les influencer. Donc oui, passionné, mais il y a un peu dark side of the digital, quoi. Et ça, je te parle de data, mais après, c'est arrivé aussi sur tout ce qui est, tout le reste. Est-ce qu'on aura un numérique sur le long terme ? C'est déjà la question qui tue, quoi. Parce qu'on ne peut pas continuer à piocher des mines comme ça et à faire des smartphones qu'on jette tous les 23 mois sous prétexte qu'ils sont trop lents. Mais non, ils n'ont pas ralenti, vos smartphones. C'est juste qu'on met des applis plus lourdes qui ne sont pas mieux, mais qui sont plus lourdes juste dessus. Et c'est la mouise. Et puis toute la problématique climatique, évidemment. Est-ce qu'on aura, je sais pas, on le voit cette année, des centrales nucléaires qu'on n'arrive pas à refroidir quand il y a des moments de sécheresse, quoi. Oui, mais si on continue à augmenter la consommation électrique, il va falloir... il y a des moments où les courbes se croisent, quoi. Tu ne peux pas continuer à produire toujours plus d'électricité et avoir toujours plus de sécheresse qui empêche de refroidir les centrales. Donc des tas de choses comme ça. Puis il y a ce truc de paradoxe qui est hyper présent, mais tu vois, je vois, on a une salle où il y a quand même beaucoup de matériel technologique là, et on est en mode, mais t'es de gauche et écolo, et t'as un iPhone, et tu sais, t'es dans ce paradoxe permanent où on te le fait remarquer, et t'es un peu en mode, bah oui, mais toi t'es de droite et tu prends tes 5 semaines de congés payés, du coup, le paradoxe, il est partout, il est tout le temps, et il faut réussir à composer avec en essayant d'être le plus aligné avec soi-même, je pense. Ouais. Et en plus, pour moi, il y a quelque chose de fondamental qu'il faut rappeler, c'est qu'on est en transition. Et une transition, tu pars d'un point A et tu vas à un point B, et ça prend du temps. Et tu changes en fait petit à petit. Et l'idée, c'est de se mettre de plus en plus en cohérence et de s'approcher de plus en plus du truc. Donc, moi, je pourrais pas me passer de mon smartphone, objectivement. Enfin, c'est vraiment mon doudou, ma tétine, quoi. Mais je suis conscient de l'impact qu'il a, et donc j'essaye de le garder le plus longtemps possible. Pour limiter. Et donc, je prends un smartphone qui est étanche et dont le logiciel est maintenu longtemps. Et je vais le garder longtemps. Et donc, dans 5 ans, ce smartphone, il sera toujours utilisé. Éventuellement, ce sera par un de mes enfants. Mais je le fais durer. Je vais pas le jeter au bout de 2 ans, comme c'est le cas en moyenne. Ça, je pense que c'est un de mes plus gros combats personnels, de faire durer mon iPhone 6S qui date de 2017, qui était acheté déjà d'occasion à ce moment-là. Mais en fait, depuis le lycée, je répare les iPhones de tout le monde. J'ai acheté mon petit kit de tournevis. Et c'est vrai, je remplace les pièces. Lui, c'est un peu un warrior, là. Je sais pas si tu vois, j'ai un aimant sous mon appareil photo qui joue le rôle de stabilisateur d'appareil photo, en fait. Parce que le module appareil photo n'a plus de stabilisateur, et j'ai vu qu'on pouvait mettre un aimant dans sa coque, et en fait ça y est, les images sont stables à nouveau. C'est plein de petits trucs comme ça, mais ouais, ce téléphone, j'en ai changé la batterie 2 fois, l'écran au moins 3, et j'essaie vraiment de le faire durer au max, et puis surtout de faire profiter à tous de mes compétences acquises en réparation de téléphone. Ah putain, j'adore. Ouais. Attends, on va refaire l'intro. Je vous présente Romane, une meuf d'éther qui hack les iPhones. Bon. Donc voilà, ça c'est le genre de truc effectivement que tu fais au quotidien. C'est trop intéressant, et même t'as envie d'aller plus loin. Quand c'est plus changer des pièces, j'avais envie d'acheter le module qui te permet de faire de la micro-soudure sur la carte mère quand le problème n'est pas une pièce mais un dysfonctionnement de la carte mère. Et ça, c'est un truc, une espèce d'énorme microscope où tu peux regarder tes composantes de carte mère. Enfin, j'ai trop envie de faire ça, et j'ai trop envie de pousser le truc mais jusqu'au bout, quoi.
Ah, je trouve ça, je trouve ça génial. Donc, on parlait vite fait de vélo, donc tu te déplaces à vélo. Ouais. T'as même eu un moment de gloire où tu as fait la promotion du vélo à la télévision. Tu peux nous en dire un peu plus? Ça, c'est l'anecdote à 100 000 €. Direct. Premier jour de cours à l'école de design qui était à Sèvres, ça s'appelle Strat. Je me dis, bon, j'habite Bastille. Bastille-Sèvres, c'est quand même une trotte, je sais plus combien, mon sens c'est 15 km, mais peut-être que je me trompe. Je me dis, je vais prendre le vélo, ça va être trop cool. Donc je prends mon vélo, je commence à rejoindre le boulevard des Maraîchers, je roule. Des maréchaux. Maréchaux, pardon. Oula, C'est pas la même chose. Ouais. Enfin, je sais pas, mais peut-être il y a un boulevard des Maraîchers, maraîchers. c'est un peu le Enfin, truc c'est écolo. Je sais pas, peut-être que c'est maraîcher. Non, Enfin, c'est il y a- Maréchaux, c'est celui qui fait le tour par le sud de Paris. Ouais, il bon. fait tout le tour entier, mais Bon, bon, c'est ça, aussi Maréchaux. dans le sud. Ouais. Je me suis Non, trompée. c'est Maréchaux. Et donc, je suis sur ce fameux boulevard et je suis à un feu rouge et je vois France 2 qui a donc il y a 2 journalistes avec leur micro qui disent: est-ce qu'on peut vous interviewer assez rapidement, ces jours de grève, on a envie de savoir si les Parisiens aiment le vélo, etc. Donc elle me tend le micro et je dis: waouh, j'adore le vélo, c'est trop bien, c'est hyper safe. Je viens de Bastille, je fais 15 km. Franchement, tous les Parisiens devraient se mettre au vélo. Regardez, le tram, il est bondé, c'est nul, machin et tout. Donc je fais vraiment, mais le truc, je pousse le vélo sur le devant de la scène. C'est bien. Je m'en fais ambassadrice. Et elle me dit: merci beaucoup, super, vous trouvez ça vraiment safe? Je dis oui. Je fais 100 mètres et là, je m'explose. Tu sais, le fameux, quand tu veux prendre un trottoir et que tu le prends pas assez parallèle. Et du coup, tu as la roue qui flanche sur le côté. Le fameux, vraiment, je pense, la chute de vélo de base. Et donc, je tombe, mais vraiment, le vol plané, je me fais super mal. Il y a 15 personnes qui appellent les pompiers en même temps parce qu'ils sont dans le tram à l'arrêt devant lequel je me suis donné en spectacle. Et donc il y a les pompiers qui arrivent et en fait je vois France 2 qui a encore sa caméra braquée sur moi et je me dis: oh non, ils vont faire un plan noir et blanc, la jeune cycliste ne s'en relèvera pas, un truc comme ça. Et je me voyais déjà être la risée de tout Twitter sur ce plan-là. Bon, ils ont eu le bon goût de ne pas publier cette partie de l'interview, mais j'ai retrouvé la première partie et j'étais très enthousiaste et je l'ai pu été pendant très longtemps après pour le vélo. Je l'ai pas repris pendant 6 mois, je pense. C'était traumatisme. J'avais l'impression que j'allais me prendre tous les trottoirs à chaque fois. Et puis j'ai réenfourché petit à petit et maintenant je fais vraiment tous mes déplacements. Les 2 dernières fois où je suis tombé, c'était un truc comme ça. Une fois, c'était une ornière, mais tu vois, le même problème en randonnée en Bretagne. Et la dernière fois, c'était en Normandie, un trottoir pris un peu trop de traviole. J'ai fait un roulé-boulé. Ça m'est arrivé tout le temps en plus. Mais bon, ça y est, je suis remise et je fais mes déplacements avec le Rock Rider 97 de ma mère. Ah la vache! Ouais, dans le vache. vintage! Et tout à l'heure, je te disais, pour moi, c'est important d'avoir un vélo un peu nul parce que je trouve que ce qui fait vraiment le vélo, c'est de pouvoir le mettre sur n'importe quelle barrière dans Paris, ne pas se dire il va être volé cette nuit, parce que vraiment, personne n'en veut de celui-là. Désolée maman, mais ton vélo, personne n'en veut à Paris. Bon, merci maman d'avoir refilé le vélo quand même. le Rock Rider de 97. Rock Rider de 97. Bon, on va parler boulot quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait au niveau professionnel, donc en lien avec le numérique? Qu'est-ce que fait Contrôle S? C'est quoi la recherche-action là? Très bonne question. Du coup, Contrôle S, c'est un studio de design et d'innovation pour un numérique responsable. Donc ça, c'est un peu ce qu'on s'est dit, comme ça qu'on présentait Contrôle S. Et on s'est créé il y a 2 ans, donc en octobre 2020, donc non, il y a plus de 2 ans, 2 ans et demi, parce qu'on avait travaillé ensemble sur un projet justement dans le fameux Master Innovation et Transformation Numérique, un projet sur numérique et écologie avec l'ancien collectif BAM, qui est aujourd'hui praticable, qui est un petit peu reconnu dans le milieu design numérique responsable. Et donc, on s'est créé avec un constat, c'est que déjà, on avait des compétences qui étaient hyper complémentaires. Moi, surtout sur les sciences sociales et la socio. Donc, je suis aussi diplômée de sociologie, je l'ai oublié tout à l'heure. Je vous avais dit que c'était une première de la classe. Valentin, qui est ingénieur de formation, et Florian, qui est pur et dur designer. Et donc, T'as cette Dream Team. Un peu Dream Team. Et donc, on s'est dit qu'en fait, le numérique, s'il n'était pas pris au sens autre que purement technique, si on n'intégrait pas du coup du social, de l'écologique, de l'usager bien entendu, mais pas que, aussi un contexte historique, un contexte politique de pouvoir, etc. Tu parlais tout à l'heure des données. C'est tout un nombre de choses autour du numérique qu'il faut prendre en compte, et on trouvait que nos 3 compétences nous permettaient justement d'avoir cette vision hyper globale du numérique. Et donc pour faire quoi exactement ?
On va travailler avec des organisations, donc soit des boîtes privées, soit des organisations publiques de plus en plus, soit avec des écoles d'enseignement supérieur, des incubateurs, etc., à repenser leur stratégie numérique pour qu'elle soit plus soutenable. Voilà, ça c'est un peu le truc de base. C'est se dire, aujourd'hui, vous avez des services R&D, innovation numérique qui vont à fond les ballons. À côté, vous avez de plus en plus d'engagements RSE, de valeurs apportées sociales, environnementales, etc. Sauf que les deux trucs se rencontrent pas chez vous, quoi. Vous arrivez pas à... Il y a même un genre de divergence. Il y a carrément. une qui tire d'un côté. Et... S'ils se parlent, ils implosent, en fait, tellement c'est impossible de combiner correctement ces stratégies d'innovation comment est-ce que tu technosolutionnistes de ouf. C'est ça, ouais. Comment tu vas faire... Comment tu peux dire dans la même phrase que tu veux protéger la planète et qu'on va tout faire dans le métaverse maintenant, et que donc il va falloir équiper les gens avec des casques, de la bande passante de fou, des processeurs machin. Exactement. Et ça, mais des boîtes qui font ça, il y en a des dizaines. Je prends toujours le même exemple. Je suis désolée Carrefour, mais Carrefour, c'est les premiers à avoir des valeurs RSE qui sont ultra fortes, genre le bio, la gestion des déchets, une alimentation saine, les jeunes, je sais plus quoi. Si vous allez sur leur site, vous avez vraiment une liste de 10 principes RSE qui sont musclés. Et à côté de ça, ils vont sur des salons food tech pour vendre Carrefour Flash, qui est le Carrefour où tu rentres, tu prends tes articles, tu payes automatiquement sans avoir à scanner tes articles. Façon Amazon, en fait. Et tu ressors, ouais. Et du coup, il y a une seule personne qui est embauchée pour tout le magasin. Il y a des centaines de capteurs qui sont déployés pour que quand tu prends ton pot de confiture d'un étage, ça détecte que tu as pris ce pot de confiture et que tu n'es pas à le scanner en fin de truc. Enfin, un peu des aberrations d'innovation comme ça où tu te dis, est-ce qu'aujourd'hui, notre modèle social et nos transitions environnementales ont besoin de ce genre de service, en fait, de ce genre de produits Carrefour Flash ? Et comment vous arrivez, vous, en interne, à gérer le fait que vous ayez des valeurs RSE ultra fortes et que vous poussiez ce genre de produit ? Bon, ça, c'est un exemple que je prends souvent, mais voilà, il y a une dissonance et on essaie de leur dire le numérique doit se gérer de manière soutenable, aussi bien pour l'environnement que pour vos finances, en fait. Aujourd'hui, mettre 10 millions dans un projet qui ne peut pas exister dans un futur un peu long, c'est pas souhaitable pour vous, c'est pas souhaitable pour nous, c'est souhaitable pour personne. Ouais, alors ça, c'est ce que tu dis, c'est assez génial. J'ai vécu, en l'occurrence hier soir, je rencontrais le directeur du développement durable d'une très grosse société américaine. Lui, il était directeur France. Je ne vais pas dire le nom parce que, bon, comme je le disais, je cherche un job, donc je ne vais pas les insulter direct, mais j'étais sidéré qu'ils ont des engagements hyper forts, etc. Et à un moment, très honnêtement, il dit on a merdé parce que on s'est rendu compte que l'année dernière, on a fait 20% de croissance et c'est bien, quoi, parce que 20% de croissance, c'est quand même vachement bien. Par contre, on comprend pas, on a fait 20% de croissance sur nos émissions de carbone, quoi, et on est emmerdé, ça découple pas. Et j'étais là, mais il faut lui dire pour que le découplage, ça n'existe pas. Mais tu sais, c'est l'impression d'être face à un enfant, tu n'oses pas lui dire que le Père Noël n'existe pas et que la petite souris non plus, quoi. Et là, tu dis à un capitaliste que le découplage, ça n'existe pas. J'ai pas osé lui dire, tu vois. Mais c'était douloureux de voir un type, finalement, dans le déni que le découplage entre l'activité économique et les émissions n'existait pas. Mais il refusait de le voir. Mais c'est une vraie question. C'est du déni ou c'est du cynisme, selon toi ? Enfin, on s'est posé la question hier. Il le sait ou il le sait pas ? Enfin... En fait, quand tu es dans le déni, tu sais, mais tu ne peux pas le dire. Ouais. Mais tu ne peux pas te l'avouer. C'est trop douloureux, en fait. Et je me suis penché vers ma voisine et je lui ai dit, en fait, il n'a pas encore compris qu'il fallait tuer le capitalisme. Et elle me dit, je suis d'accord avec toi, mais on ne peut pas lui dire. Hein. Non, on ne pouvait pas lui dire. De l'importance du dernier épisode avec Timothée Paric. Voilà, j'ai bien, t'as écouté l'Octavert, là, c'est bien. J'ai écouté. Bon, on continue donc. Décarboner la culture, explique-nous, le numérique dans la culture. Alors la culture, c'est un domaine particulier. On s'est associé au collectif Les Augures et particulièrement à Camille Penn pour monter un projet de lab. Donc en l'occurrence, la culture, c'était un peu le secteur parce qu'il y avait une opportunité de créer quelque chose dans ce secteur, mais nous, on n'est pas spécialisé dans la culture, c'est-à-dire qu'on va travailler avec
des acteurs qui viennent de tous les secteurs. Mais pour l'instant, c'est votre premier chantier. Enfin, il fallait bien commencer quelque Ouais, part. il fallait Et commencer. c'est la culture. Et Camille, donc Camille Penn dont tu Ouais. parlais, elle est branchée sur la culture en Ouais, particulier. ouais, Ouais. Camille, c'est vraiment éco-responsabilité de la culture. Ok, super. Et donc, on s'est associés en se disant qu'il y avait besoin d'une grosse expertise du secteur, donc que Camille apporte, une connaissance des métiers, une connaissance de ce qu'ils font, des irritants, etc. Et de notre côté, une grosse expertise sur le numérique responsable en général, sur les méthodes design, sur la façon de monter un peu une méthodologie de lab. Alors, qu'est-ce que c'est que le lab ? Le lab, c'est se dire que on arrête aussi un petit peu d'attendre que des missions sur le numérique responsable nous tombent dessus, et qu'on va être plus proactif dans le fait de proposer quelque chose, et de proposer quelque chose non pas à un acteur, mais à une pluralité d'acteurs dans un secteur donné. Donc là, je vais reprendre l'exemple de la culture, parce que c'est celui-là dont je peux le mieux parler. Mais on se rend compte qu'ils ont tous, en fait, les mêmes problématiques. C'est-à-dire que ce soit des établissements publics, des musées privés, des fondations d'entreprises, même des territoires, des directions des affaires culturelles des territoires, des villes, etc., concernant l'éco-responsabilité du numérique dans la culture, ils se posent tous les mêmes questions. Et donc, c'est débile de faire traîner des missions individuelles sur 10 ans pour aller tous les voir et régler les problèmes de chacun. On s'est dit, il faut qu'on les réunisse, il faut qu'on les mette tous dans une salle, qu'on ferme la porte pendant 9 mois et qu'on leur dise, vous sortez pas tant que vous n'avez pas de solution. Donc, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire dans la mutualisation, dans la création de communs. Et dans Non, attends, si tu enfermes les gens 9 mois dans une salle, c'est comme business model, ça s'appelle les prises d'otages. Ça peut être lucratif, mais c'est dangereux. Hein. C'est ça, on leur demande une sorte de rançon en fait pour pouvoir sortir. Et c'est le coût d'adhésion au lab. Non, concrètement, il ne reste pas 9 mois enfermés dans une salle. On a séquencé le programme de manière très claire en 5 phases. Une phase de problématisation, comme son nom l'indique, ils doivent trouver sur 3 thèmes préidentifiés, les problématiques qui les animent et les problématiques qui sont au plus proches de leurs enjeux, de leurs soucis et de leurs expertises métiers. Une fois que cette phase de problématisation est sortie, donc ça peut nous donner des problématiques comme comment réduire l'impact environnemental du numérique grâce au commun. Ça, c'est par exemple une problématique. Ça, du coup, ces 3 problématiques, on va les emmener en deuxième phase. Deuxième phase, c'est l'enquête terrain. Ça, c'est hyper crucial. C'est de se dire qu'aujourd'hui, les enquêtes qui sont faites, c'est surtout des enquêtes un peu marketing de satisfaction. Genre à la fin de ton expo, avez-vous aimé l'expo ? Oui, non. Et c'est pas des enquêtes de sciences sociales qui utilisent les méthodes de la socio et qui ont pour but d'être un peu objectifs sur des sujets particuliers. Donc ça, pendant 3 mois, c'est les augures et contrôles S. On mène les enquêtes sur les problématiques qui nous ont été données par les participants. Ensuite, on leur présente les résultats de l'enquête. On leur dit, voilà, 4 grandes découvertes par problématique. C'est ça qu'on a découvert auprès des publics, auprès des directions des musées, auprès des jeunes, etc. Je parle des jeunes parce que c'est marrant, mais ils ont tous un peu ces idées, ces préjugés, genre... il faut les absolument... jeunes, ils sont hyper bons en numérique. Il faut absolument que j'aille sur TikTok parce que c'est là que sont les jeunes et que j'ai une volonté d'inclure les jeunes dans mes publics qui ne sont pas actuellement. Donc, je vais sur TikTok. Bon, dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et l'enquête sociologique aussi nous permet d'avoir une sorte d'objectivité en se disant c'est pas les jeunes adorent la tech, les vieux détestent la tech et on n'explique pas quels sont un peu les facteurs qui différencient. Enfin, voilà, il fallait objectiver les choses et donc cette enquête terrain nous le permet. Ensuite, on leur présente ça et à partir de ça, ils vont nous pondre. C'est pas un beau mot, mais c'est littéralement ce qui se passe pendant l'atelier. Ils vont nous pondre des idées de solutions. Donc, infrastructure, réduire l'impact environnemental par les communs. Voilà, on a fait une grosse recherche sur la culture et les communs, les irritants, les publics, etc. On vous présente les recherches. Maintenant, vous allez penser à des pistes de solutions. Piste de solution qui a été choisie, c'est une ressourcerie de matériel numérique d'exposition pour que les musées puissent se prêter et se donner en fait, du matériel entre elles. Donc des communs matériels Exactement. Et puis la plateforme aussi, qui est un commun qui serait en gouvernance partagée, hébergement idéalement par le ministère de la Culture. On est sur le dossier en l'occurrence. Mais se dire que voilà, on a identifié que le matériel c'était problématique dans ce secteur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire l'impact environnemental lié au matériel en utilisant les communs ? Bon bah voilà, on fait un projet de ressourcerie et ça nous mène à la 4e phase qui est la phase de prototypage où nous là on va mettre les mains dans le cambouis et on va essayer de leur sortir un vrai service en fait, un prototype de service de ressourcerie dont ils vont pouvoir se saisir
à la fin de la période du lab. Et ça, du coup, c'est dupliqué sur les 3 problématiques. Je sais pas si c'est clair. Si, hein, ouais, c'est complètement limpide. Non, tu vois, moi, tu as commencé à me parler de commun, mais moi, mais c'est mon histoire à moi. Je viens du logiciel libre, donc je pense commun numérique, commun informationnel, je pense Wikipédia. Tu vois, l'information en tant que commun ou le logiciel en tant que commun. Mais là, non, tu es vraiment dans le dur, dans le matériel. Et effectivement, tu as complètement raison. Enfin, il faut le rappeler. L'impact du numérique, c'est un truc que je dis super souvent. Il y a plusieurs études, ça peut être celle de l'ADEME-ARCEP ou celle de greenIT.fr qui est sortie en janvier 2021. En gros, l'impact carbone du numérique, plus de 75%, c'est la fabrication du terminal, quoi. Donc, donc après, tu peux toujours optimiser la taille des images sur ton site web ou éviter les pièces jointes dans les emails ou supprimer. Mais fondamentalement, tu es en train de creuser sur les 25% restants, alors qu'en fait, l'immense levier, c'est la fabrication du matériel. Donc faire durer le matériel le plus longtemps, ou se prêter du matériel et avoir plus une économie de la fonctionnalité plutôt que chacun avoir propriétaire de son matériel qui dort dans un placard la plupart du temps. Et ben c'est là où se trouve de très loin le plus gros levier. Exactement. Et donc, vous faites ça dans la culture, mais c'est un peu le premier domino que vous faites tomber. Mais l'idée, c'est d'en faire d'autres, non ? Exactement. L'idée, c'est de se dire que là, ça a été un succès pour la première édition. On a eu des super participants, je pense au musée d'Orsay, au Palais de Tokyo, Mucem, des villes comme Strasbourg, Bordeaux, donc qui sont engagés en termes municipaux, déjà vers l'écologie. Mais voilà, une pluralité d'acteurs vraiment engagés dans ce programme, qui ont adoré la méthode, qui ont adoré aussi avoir cet espace-temps pour se réunir et se parler entre eux. Et donc, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on le réplique dans d'autres secteurs, le secteur de l'enseignement supérieur, le secteur de la santé, tous ces secteurs un peu d'intérêt général, entre guillemets, sur lesquels les acteurs vont se poser des questions, mais vont pas avoir cet espace-temps, la méthode et la force de frappe pour faire de l'enquête terrain ou du prototypage. Donc ça, on le met un peu à disposition du secteur et on demande aux gens de se réunir et de suivre un peu notre méthode, de nous faire confiance là-dessus pour aboutir à des vraies solutions sectorielles. Et à propos, on en parlait de commun informationnel, le résultat de votre travail... Creative Commons. Et sous Creative Commons, donc by SA. By SA, donc une licence libre. Donc c'est partageable, réutilisable par tout le monde. Donc vous allez complètement jusqu'au bout. On n'aurait pas pu faire autrement, je pense. Non, mais c'est une grande cohérence et donc c'est très fort. Super, écoute, génial. On arrive vers la fin. On a déjà, bien sûr, comme d'habitude, explosé le temps. Mais je sais pas pourquoi, tu dois m'impressionner. Alors, je parle beaucoup moins que d'habitude, donc c'est très bien. Qu'est-ce qui est source d'espoir pour toi ? Je pense que ce qui est source d'espoir pour moi aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie mobilisation de plus en plus visible. Une mobilisation des jeunes, mais pas que. Et puis surtout, j'ai l'impression que les gens ont de moins en moins peur de la radicalité. Et ça, c'est une source d'espoir pour moi, de se dire qu'on peut, en fait, être de plus en plus radical, et on l'est chez Contrôle S. On parle de militer, on parle de politiser le numérique. Quand on a des missions, on y va vraiment à fond. Et ça fait de moins en moins peur au public, au privé, à l'enseignement supérieur, aux clients qu'on touche. Et rappelons que la radicalité, et même la racine de radical, c'est justement le mot racine. Oui. Il faut attaquer le mal à la racine, c'est-à-dire s'attaquer à la source du problème plutôt qu'à ses conséquences, à ses symptômes. Et que donc... c'est positif, la radicalité. Et puis c'est cohérent avec avoir une vision vraiment écosystémique du numérique, c'est-à-dire... politique, sociale, on n'a pas eu l'occasion d'en parler trop, mais politique, sociale, environnementale, historique, enfin vraiment capter toutes les parties prenantes et tous les sujets autour du numérique pour pouvoir en faire quelque chose de cohérent, de A à Z. Bon, super. Et c'est vrai que si les gens se radicalisent, enfin c'est une bonne chose parce que le temps passe. Hein. On a objectivement perdu 30
quelques années par rapport au premier rapport du GIEC, même 50 ans si on pense plutôt au rapport Meadows sur les limites de la croissance. 50 ans qu'on regarde les choses en se disant ça serait bien de se bouger, etc. Et là, comme c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur, et là on commence à bien le voir, quoi. L'été 2022, il nous a bien rappelé. Moi, j'ai en tête une photo de la Loire où tu vois des gens faire du vélo sur la Loire. Sans Loire. C'est du sable, quoi. Tu te dis, c'est la mer de sable. Non, c'est la Loire. Enfin, bon, il n'y a plus la Loire, mais c'est le lit de la Loire. Là. Et c'est très impressionnant. Et les gens prennent conscience et les gens disent, ça peut pas durer comme ça. T'as une lecture ou quelque chose à recommander à nos auditeurs? Ouais, mais j'ai pas réussi à faire un choix, donc j'en ai marqué 2. Merde, non, t'as le droit. Que j'aille super vite. Il y en a une, c'est hyper bateau et consensuel. C'est même limite un peu bizarre, ça fait philosophe en carton, relire Huxley. Mais je pense que vraiment, le meilleur des mondes d'Huxley, c'est un truc que je recommande de lire ou de relire pour ceux qui ne l'ont pas lu. C'est un peu une blague qu'on a avec les gars à chaque fois qu'on dit un truc un peu numérique responsable bateau, on dit relire Huxley, ça va être Aldous Huxley. Ok, bon. Et puis non, c'est un livre que j'aime vraiment bien, je l'ai même mis dans ma bio LinkedIn en première phrase. 64 000 répétitions en font une vérité. C'est tiré de ce livre et je trouve que ça rend bien compte de tout le technosolutionnisme aussi et des imaginaires, des mythes technologiques qui nous entourent. Ouais, merde, on a un de plus donc sur ma pile, j'appelle ça ma pile des Danaïdes. C'est comme un tonneau, mais sauf que ça s'empile. C'est des livres à lire. Voilà, l'avantage, c'est que je dois l'avoir dans ma bibliothèque. Enfin, je le retrouve. C'est ça. Et puis l'autre, c'est Technologie partout, démocratie nulle part. Ah, excellent! Ouais, le super livre de Yael Benayoun et Irénée Regnault. J'espère que je n'écorche pas leur nom. Non, c'est bon. Livre à recommander, honnêtement, à tout le monde. Ah ouais, ils sont absolument ils sont dans la bibliothèque géniaux. de Paris. D'ailleurs, j'avais fait la commande parce que je suis adepte de la bibliothèque de Paris. Tu tapes en ligne le livre que tu veux, ils te le commandent, ils te le réservent, tu vas le chercher. Et tu payes rien. Excellent. C'est trop bien. Et après, il resserre Exactement. à d'autres. Vous pouvez l'emprunter maintenant grâce à moi. Non, je rigole. Ils l'auraient sûrement acheté parce qu'en plus, ils avaient fait un truc à la bibliothèque Violette le Duc. Donc, Bon. Et un message court, positif, mobilisateur à faire passer à nos auditeurs en guise de conclusion. J'avais marqué, vous êtes à un courrier recommandé d'un monde un peu plus juste. Pour justement ce côté meuf des terres et de se dire qu'il y a des choses qu'il faut faire et il faut se forcer à les faire. Sur des fabricants de matériel notamment, qui peuvent ne pas être très justes ou au-delà de l'obsolescence programmée, même sur des produits qui sont dysfonctionnels. Il ne faut pas hésiter à y aller, il ne faut pas hésiter à ouvrir son iPhone, il ne faut pas hésiter à faire les trucs en fait. Donc ça, c'était un peu le message d'espoir en disant faites-le, juste lancez-vous et faites-le, que ce soit enlever les vis du clapet de votre téléphone pour changer les pièces ou attaquer en justice. Ouais, parce que ça, on n'en a pas parlé. Il faut qu'on en parle quand même. Au tribunal d'Evreux, pardon, tu t'es mis à crier votre honneur au juge parce que tu as traîné en justice une entreprise qui t'avait vendu un ordinateur qui a duré 9 mois. Ouais. Et donc, il ne faut pas dire que c'est un Hewlett-Packard, c'est ça? Voilà, trop tard. Mais Spectre, déjà, avec un nom pareil, ça sonnait comme le méchant de James Bond. Quoi. Ouais, bon, Audi fait bien une bagnole qui s'appelle e-tron. Hein, alors pourquoi pas? Ouais, je te jure, c'est E-tron. Mais c'est une grosse bouse électrique. Ouais, absolument. Et bien, donc, voilà, il y a HP qui fait des ordinateurs de merde qui s'appellent Spectre. Il n'y a plus de limite. Et Guy donc qui a claqué au bout de 9 mois et tu te l'es fait rembourser parce que tu les as attaqués en justice. Exactement. Je vous avais dit que c'était une meuf d'éther. Voilà la preuve. Je pense que c'était à l'époque, donc j'avais 19 ans, c'était très corrélé au facteur économique finalement. C'est-à-dire que j'avais acheté the ordinateur pour le restant de mes études et le truc claque au bout de 9 mois et je suis en mode ça va pas le faire financièrement en fait là, je vais pas pouvoir. Et je commence à rentrer dans des conflits de garantie légale de conformité. Je sais que je suis dans mon droit d'en demander la réparation, le remplacement. Il t'embrouille à fond, mais non. Des jours et des jours. Je dis, vous savez quoi, on va au tribunal, ça me saoule, vous me saoulez.
Et j'ai réussi à gagner en me représentant toute seule ce dossier. 19 ans, énorme. Ouais. Et c'est pour ça que... Elle est déter. Je vous dis, elle est déter à la fond. C'est pour ça que je parlais du courrier recommandé. C'est que d'habitude, normalement, ça va pas jusqu'au tribunal. Ils sont assez malins pour que quand vous envoyez un premier courrier recommandé en disant là, il y a un truc qui va pas, la garantie légale de conformité, normalement, ils comprennent que vous allez aller un peu loin et qu'ils ont tout intérêt à vous réparer l'ordinateur ou vous le remplacer avant. Mais donc voilà, pour la petite histoire du courrier recommandé et de l'ordinateur qui n'a duré que 9 mois. Ouais, ok. Donc, pour le futur, soyez un consomme-acteur et pas juste un consommateur, mais soyez acteur de... Exactement. Génial. Bon, eh ben on va s'arrêter là. Ouais. Merci infiniment, Romane. Merci C'était à toi de m'avoir topissime. À très bientôt. Salut. À bientôt, salut. Allez, c'est bon. J'ai soif.